Ensuite, troisième page d'objets. On est bientôt au bout, hein, on vient de passer la moitié des artefacts. Troisième page d'objets, les artefacts Isharan. Donc les artefacts Isharan, ils sont réservés à vos 3 héros Isharan équipables. Hein. Lotan, même si c'est un Isharan, il n'est pas équipable. Hein. Donc voilà, vos 3 Isharan équipables, ce sont ces 3-là. Une sorcière, le téléporteur qui vous permet de faire des... Enfin, c'est pas un téléporteur, il permet de faire des frappes en profondeur, plutôt. Et lui, il est là pour synergiser vos tralles. Ceci étant rappelé, je prends une gorgée et je vous parle. Voyons donc les artefacts Isharan. Premier artefact, la perle ferreuse. Lancez un dé chaque fois que vous avez une blessure ou blessure mortelle au porteur à cause d'une arme de projectile. Sur 5+, la blessure est annulée. Et bien ça, c'est déjà beaucoup plus intéressant. Parce que vous pourrez vous permettre un petit peu d'aller exposer notamment l'Isharan Soulscryer qui va faire des frappes en profondeur. Et du coup, eh bien, s'il se fait tirer dessus parce que c'est lui l'unité la plus proche de votre adversaire, et avec son Feel No Pain à 5+, ça augmente considérablement sa résistance et son tanking. Donc, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà. Comparativement à celui de la Kellyanne qui lui fait un truc au corps à corps, je suis déjà beaucoup plus intéressé par celui-là. Deuxième objet, illumination mentale. Une fois par bataille, au début de la phase de combat, choisissez une unité ennemie à 3 pouces ou moins du porteur, soustrayez un jet de touche pour cette unité jusqu'à la fin de cette phase de combat. Alors, c'est pas complètement inutile. De toute évidence, il va être compliqué de le mettre sur votre Isharan Tidecaster, donc en fait vous ne le mettrez pas sur votre Isharan Tidecaster. On pourrait se dire, je le mets sur mon Isharan Soulscryer, comme ça mon Isharan Soulscryer, comme je lui fais faire la frappe en profondeur avec mon unité de Ishlaen Guard ou de Morsar Guard, et ben comme ils sont sur des petits socles, et ben les 3 pouces je les ai, il se met derrière, protégé derrière pour foutre le malus une fois en bataille pour m'assurer qu'il n'y ait pas un retour de bâton trop violent dans mes cavaliers qui peuvent être un peu fragiles. Bon, non, parce que de toute façon, lorsqu'ils vont charger lui... Pardon, excusez-moi, je viens de taper fort dans le pied du micro. Quand ils auront chargé les Akhelian, je doute fort que votre Isharan ait réussi à les suivre. Donc c'est pas la peine. Ce sera utile uniquement pour votre Isharan Soulrender, qui sera planqué au milieu de votre râle pour donner de la survivabilité à votre râle, qui sont beaucoup plus fragiles que vous... Bon, déjà, les Ishlaen Guard sont résistants, et les Morsar Guard ont quand même une stade d'armure qui est pas non plus débile. Donc le deuxième objet magique, spécifiquement pour l'Isharan Soulrender. Ensuite, troisième objet, sensu surnaturel. Soustrayez un des jets de lancement des wizards, donc des sorciers qui se trouvent à 18 pouces du porteur. Les sorciers et Deepkin ne sont pas affectés par cet artefact. Ça c'est très fort. Ça c'est très fort. Clairement, là sur tout ce qu'on a vu, c'est lui déjà le plus intéressant. Soustrayez un jet de lancement des sorciers qui se trouvent à 18 pouces. C'est parfait. Bon, déjà 18 pouces, c'est la portée moyenne de tous les sorts. C'est assez... En général, nos sorts ils sont entre 12 et 18. C'est assez rare d'avoir des sorts qui ou des sorciers qui sont capables de lancer des sorts à plus de 18. En général, s'ils le font, c'est qu'ils sont immobiles et qu'ils sont posés sur le Balewind Vortex. Donc, sensu surnaturel, c'est très bien. Bon, par contre, ce que ça veut dire, c'est qu'à 18 pouces, ils sont atteignables par le sorcier adverse. Après, l'intérêt là, ce n'est pas marqué que l'adversaire doit être visible. On va juste vérifier, on est page 90, on va juste vérifier s'il n'y a pas eu une petite mise à jour, s'il faut être visible ou pas visible. Non, pas besoin d'être visible. Donc, l'intérêt, c'est que si vous le mettez sur l'un de vos Isharan, éventuellement même d'Isharan Tidecaster, comme ça... Ah oui, non, parce que l'intérêt, c'est c'est de le cacher, donc qu'il ne soit pas visible. Donc, pour pas être pris pour cible par le sortilège. À voir. Non mais bon, jusque-là, voilà, sensu surnaturel, très bien. Très bien. Quatrième sort, lanterne dorée. Au début de votre phase de tir, choisissez une unité ennemie à couvert à 18 pouces ou moins du porteur jusqu'à la prochaine phase de tir. Cette unité ennemie ne reçoit pas de bonus à sa sauvegarde du couvert jusqu'à votre prochaine phase de tir.
Bah écoutez, c'est vachement bien. À votre phase de tir, jusqu'à votre... Ça pourrait être, vous savez, pour cette phase de tir. Si ça avait été pour cette phase de tir, ça aurait pas été intéressant. Par contre, c'est pour, en fait, le tour complet. Et du coup, ça fait que si vous mettez cet objet, la lanterne dorée par exemple, sur l'Isharan Soulscryer, vous faites votre frappe en profondeur, vous savez que votre adversaire est planqué quelque part, hein, quelle que soit l'armée que vous adversaires, vous affrontez, s'il a planqué ces trucs dans un élément de décor, ces unités dans un élément de décor, vous chargez avec votre... enfin, non, vous chargez pas, vous faites votre mouvement, vous êtes apparu en bord de table, vous avez fait en sorte d'être à 9 pouces de votre adversaire, donc les 9 pouces, il est dans les 18 pouces de votre Isharan Soulscryer, il faut pas être entièrement à 18 pouces, il n'y a pas de problème. Je suis un porteur, il n'est pas obligé de les voir, il est même pas obligé de les voir, c'est parfait. À votre phase de tir, il dit, eux, leur couvert, ils comptent plus, donc leur plus 1 en sauvegarde, tu le prends pas en compte. Je te charge avec mes Ishlaen ou mes Morsards, je te pète la tronche parce que tu n'as pas ton fameux bonus de couvert. Donc ça aussi, objet très intéressant, a priori, à donner plutôt à un Isharan Soulscryer pour optimiser. 5e objet, pierre de dissonance. Une fois par bataille, au début de votre phase des héros, choisissez jusqu'à 2 héros ennemis à 12 pouces ou moins du porteur. Le joueur adverse doit alors effectuer un choix parmi ses possibilités. Je vous dis pas encore les possibilités. De base, c'est un objet que je trouve intéressant. Je serais très curieux de savoir ce que ferait votre adversaire comme choix si vous choisissiez cet objet. Je le trouve intéressant parce qu'en fait, il n'est pas si pourri que ça. Je trouve qu'il ne tient pas la comparaison par rapport à la Sangsue surnaturelle et la lanterne dorée, donc 3e, 4e objet. Mais disons que pour varier, pour faire un peu de fun, éventuellement dans un format d'armée, petit format, ou même éventuellement dans un format, comment on appelle ça déjà, d'escarmouche, c'est un objet que je trouverais assez utile. Lancez un dé pour chaque héros choisi, sur 3+, il subit une blessure mortelle. Ou lancez un dé pour chaque héros choisi, sur 5+, il subit D3 blessures mortelles. Ou chaque héros choisi subit D3 blessures mortelles, puis lancez un dé, sur 4+, le porteur subit D3 blessures mortelles. Je trouve que cet objet est trop variable. Je pense que pour que cet objet soit véritablement utile, il faut augmenter la probabilité ou les dégâts infligés. C'est-à-dire que la première option, sur 3+, subit une blessure mortelle, non. Sur 3+, inflige D3 blessures mortelles. Ensuite, sur 5+, seconde option, inflige D6 blessures mortelles. Et ensuite, le C, inflige des 6 blessures mortelles automatiques, et sur 3+, on subit également des 6 blessures mortelles. Et là, on est sur un objet qui devient véritablement un objet d'enjeu. Mais là, en fait, on augmente sa puissance, et le retour de bâton, du coup, et oui, là, ça devient quelque chose d'intéressant. Dans ces conditions-là, non. En plus, parce que c'est qu'une seule fois par bataille. Voilà. Donc, en l'état actuel, malheureusement, c'est un non. Il serait plus fort, enfin, il ferait plus de dommages à l'adversaire et à vous. Oui, clairement. Dans ces conditions-là, actuelles, c'est comme ce qu'on a vu plus tôt. Ça nous intéresse pas de prendre un objet qui n'est même pas sûr de fonctionner du tout. Hein, sur du 3+, sur du 5+, non, c'est chiant. Non. Il faut cogner. Donc pas dans ces conditions-là. 6e objet, Bernick le psychophage. Une fois par bataille, au début de votre phase des héros, choisissez un héros ennemi à 12 pouces ou moins du porteur et lancez 2d6. Si le résultat est supérieur ou égal à la distance entre le porteur et ce héros ennemi, ce dernier est affecté. Soustrayez un des jets de touche et de lancement du héros
infectés jusqu'à la fin de la bataille. Bah, déjà, ça c'est déjà plus intéressant que ce qu'on a vu précédemment, ce qui jouait sur la bravoure. Et c'est plus intéressant parce qu'on soustrait à ses jets de touche et à sa capacité à lancer des sorts. Si vous avez deux sorciers, deux Isharan Soulstrider, c'est tout à fait possible de faire deux frappes en profondeur avec deux Isharan Soulstrider. Vous leur mettez la sangsue surnaturelle et le Bernicle psychophage. Vous gérez votre distance pour utiliser votre Bernicle psychophage et votre adversaire, il a un -2 pour lancer des sorts. Ça peut être tout à fait intéressant. En plus, là, on est sur une portée de 12 pouces, donc c'est quand même pas mal. Bon, après, vous allez me dire, c'est de D6, donc forcément. On a quand même quelque chose qui se démarque depuis tout à l'heure. Là, on est sur 6 objets, on en a 3 qui s'activent une fois par bataille. Sur la page précédente, on avait 1, 2, 3, 4 objets qui s'activaient une fois par bataille. Sur la page réservée aux Akelian, on avait 2 objets qui s'activaient une fois par bataille. Là, on va voir sur le dernier artefact, la deuxième page, on est quand même sur on s'en rend compte, sur un concept où on veut faire jouer cette stratégie. Vous avez votre système de marée mortelle, cumuler l'impact de stratégique à votre fameuse phase. C'est intéressant dans l'idée. Je pense que malheureusement, c'est un fonctionnement à frustration. Notamment parce que, en plus, ils ont foutu plein de garde-fous à ces trucs-là. En fait, le truc, c'est que, ok, on a compris, les îles de Deepkin, ils ont leur système de marée mortelle, et au 3e round, au corps à corps, ils vont cogner grave. D'accord, vous avez foutu plein d'objets magiques, pour que, activé au 3e round, eh bien, vous cogniez en plus, vous ajoutez des bonus ou des malus à l'adversaire spécifiques à cette phase-ci. Mais il y a tellement de garde-fous. Ah, ça va le faire sur du 3+. Ah, ça va le faire sur du 4+. Attention, il faut avoir une meilleure bravoure. Attention, faut lui faire un meilleur jet de dés, etc. Qu'en fait, si pour une raison ou une autre ça fonctionne pas, et bien en fait vous avez paumé votre objet magique. Alors on n'a pas envie de paumer son objet magique, on n'a pas envie de jouer au gamble avec nos objets magiques parce qu'on n'en a pas beaucoup, on veut quelque chose de fiable. Et le truc c'est que si notamment, en fait fonctionner comme ça veut dire que vous pouvez pas baser sur des stratégies viables, parce que si jamais vous choisissez de baser une stratégie viable là-dessus, et bien ça veut dire que il y a une fois vous allez réussir, une fois vous allez vous foirer. Et ça veut dire que si vous basez une stratégie, une action, une succession de phases de jeu par rapport à ça, et ben ça veut dire que quand vous serez à votre deuxième phase, au 2e round ou au 3e round de marée mortelle et que vous aurez besoin d'activer ces trucs-là et que ça fonctionnera pas, et ben entre guillemets vous retrouvez le bec dans l'eau, quoi. L'Idonetikin, il aura le bec dans l'eau parce que son truc il n'aura pas fonctionné et du coup votre stratégie elle sera tombée à l'eau et il sera que de la frustration. Ce sera que de la frustration. Et puis si jamais ça passe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait vous allez foutre une peignée disproportionnée à votre adversaire parce que votre règle de marée mortelle elle est déjà très forte en elle-même. Donc est-ce que on a envie, entre guillemets, vous êtes déjà en train de tenir la tête de votre copain sous l'eau en lui disant « Hey, t'es content, hein. T'as vu comment c'est cool de jouer contre moi à la 3e phase? Je suis pas venimeux, je suis pas salé, je trouve que c'est très équilibré, etc. » Je dis juste que quand vous êtes déjà en train de tenir la tête de votre pote sous l'eau, il n'y a pas besoin de lui enfiler une anguille dans les fesses en même temps. Je dis juste que voilà. On peut faire la guerre, massacrer, violer, piller, mais restez courtois. Alors, excusez-moi, c'est un peu d'humour. Vous comprenez, voilà, mon avis, c'est... On sent que le concepteur ou les concepteurs qui ont bossé sur ce bouquin ont eu très envie de jouer sur ce système d'artefacts, d'actions, d'événements. Voilà, une fois par bataille, vous allez cumuler des effets, etc.
Je crains qu'en fait, tout ce que ça fasse, c'est que c'est juste des objets qui sont pas fiables, et ou trop... avec trop de garde-fous pour être mis en place dans des situations particulières, et du coup, ben, en fait, on va quasiment jamais les jouer. Et c'est pas l'objet. L'objectif de tout ça, c'est de pouvoir offrir des options de stratégie variées, et pas qu'à chaque fois qu'on ouvre la page, on se dit « Ah oui, mais ça c'est pas bien, ça c'est pas bien... » Ok, donc en fait, sur 6 objets, j'ai le choix entre 2. Bah voilà. Donc ça, c'est pas... Voilà. Dommage. Dommage. Donc effectivement, pour les Isharan, on a le 3e et le 4e objet, Sensu surnaturel et Lanterne dorée, qui clairement tiennent la dragée haute aux 4 autres.